storytelling rapidement sur mon histoire. Donc, en quelques mots, j'ai commencé une carrière dans la finance, justement, juste en face, à la Bourse de Paris. Ensuite, où j'étais en trading sur les marchés du massif, c'était les produits dérivés. Ensuite, je suis allé travailler en New York en banque d'affaires, en fusion-acquisition, puis en capital risque. En 98, j'ai créé ma première agence digitale que j'ai revendue 3 années après. Nous étions 2 ans après, 2 ans et demi. On avait monté à peu près à 500-600 personnes, 7-8 pays. Et notre métier, justement, c'était le début des agences digitales. C'était vraiment d'accompagner différentes sociétés, que ce soit des startups à se créer, à lancer tous les développements, lancer tous les sites web et proposer également aux grands groupes de basculer sur le digital. J'ai revendu, j'ai ensuite lancé une plateforme de trading entre les États-Unis et le Moyen-Orient qui fonctionnait. Ensuite, j'ai créé une société qui s'appelle Adneum. Notre métier, c'était de développer et d'intégrer des logiciels de finance pour des banques d'affaires. Société aussi que j'ai créée en 2004, revendue en 2012. On était à peu près un petit peu plus de 1100-1200 personnes. Pareil, on travaillait sur une dizaine de pays et un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà l'histoire. Entre-temps, j'ai lancé un fonds d'investissement personnel sur lequel j'investis sur une vingtaine de startups que j'ai incubées, coachées. Et en 2013, j'ai créé Wemanity. L'histoire, effectivement, vous l'avez dit, le résultat, un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, 7 pays. On intervient dans 23 pays aujourd'hui. On fait un peu plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sympa, l'histoire. Bravo, on peut l'applaudir hein, parce que c'est extraordinaire comme parcours. Et du coup, maintenant, si vous me permettez, je veux juste allez-y. parler en fait de la vraie histoire maintenant. Ça, c'est le storytelling. C'est ce que en tout cas, ce que beaucoup d'entrepreneurs disent, ce que les médias disent sur les personnes. Waouh, effectivement, hein, l'histoire est magnifique. Voilà. La réalité, évidemment, est tout autre. Ça, c'est juste la partie, vous voyez, de l'iceberg. Voilà, juste une petite partie. Et parce qu'on est ici entre nous et on parle vrai. On est entre nous, voilà. On parle vrai, on parle avec le cœur voilà, et on parle des vrais soucis. Voilà, la vérité, c'est que l'agence digitale que j'ai créée, qui a extrêmement marché, qui a été, un carton. En mai 2000, je devais faire une introduction en bourse sur le Nasdaq. On était valorisé, je préfère pas vous dire les montants, vous me prendrez pour un Marseillais. J'étais potentiellement milliardaire en dollars à l'âge de 24 ans, 25 ans, chose comme ça. À part que l'introduction en bourse n'est pas faite, c'était l'éclatement de la bulle. Voilà, et du coup, j'ai revendu les parts, mais pas un petit peu d'argent. J'ai relancé ensuite une activité, je l'ai dit, la plateforme de trading, sur laquelle j'ai mis tout l'argent que j'avais d'abord pour faire la première levée de fonds. Deuxième levée de fonds, 6 mois plus tard, j'ai expliqué et je disais aux investisseurs à quel point j'étais committé sur mon entreprise que j'ai emprunté pour investir dans ma société. Évidemment sans revenu, c'est une start-up. Voilà. Et puis la troisième levée de fonds qui devait être en 2001, la plus grosse levée de fonds en France, avec des fonds américains, anglais et arabes. Et il se trouve que le closing, même si j'avais tous les écrits, tous les papiers, tout était fait, le closing était le 18 septembre 2001. Je vous laisse juste imaginer. J'ai eu un seul investisseur qui est venu me voir, juste pour me présenter ses condoléances. 3 semaines après, je faisais faillite. Et plus ou moins 2 mois et demi après, j'avais les huissiers à la maison. Et j'avais plus de maison. Et j'étais à la rue. Et pour essayer d'avoir, effectivement, parce qu'on ne prête pas, vous savez très bien comment ça marche la location à Paris, je ne vais pas vous faire un dessin. Voilà, j'ai dû faire porteur de presse la nuit entre 4h et 7h pendant à peu près 1 mois et demi pour pouvoir m'alimenter. Ça, c'est la vraie histoire. Alors, c'est quoi finalement votre énergie? Qu'est-ce qui vous motive au fond pour rebondir comme ça, pour continuer le chemin, malgré toutes les embûches? On investit énormément d'argent, mais on en perd énormément, mais on est toujours là. Et puis, c'est quoi cette flamme qui brûle en vous? C'est pas que chez moi, c'est chez beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est pour ça souvent que je dis les entrepreneurs, en tout cas l'entrepreneuriat, c'est une vocation un peu comme être prêtre. C'est pour ça que même si c'est un petit peu une mode d'être entrepreneur en ce moment, je le déconseille à la majorité des gens
Voilà, c'est ce que vous dites. Vous déconseillez d'entreprendre parce que vous dites c'est un métier de fou. C'est un métier de fou. Il faut que toute la famille soit prête aussi. J'ai une femme, j'ai 3 enfants. C'est 20 heures par jour. Oui, c'est en moyenne 2-3 nuits blanches par semaine depuis 20 ans. C'est effectivement 2, 3, 4 heures. Je me suis couché, il était 3h15. Je me suis levé, il était 5h. Bon, voilà, ne serait-ce que cette nuit. Bon, tous les créateurs potentiels qui sont dans la salle, vous pouvez partir, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Je dirais c'est bien d'entreprendre, mais attention, il faut aussi que la famille soit prête, il faut aussi que vous soyez prêt à faire énormément de sacrifices. Et puis quand on tombe, parce que en général, beaucoup d'entrepreneurs que je connais, ils sont tombés, c'est assez violent, moi c'est mon cas. Voilà, derrière, il faut avoir une sacrée énergie et se dire c'est pas grave. En fait, le fail, moi je suis adepte effectivement du fail fast. Vraiment, c'est le fait on tombe et puis il faut avoir une courbe de deuil très rapide, se dire bon allez, c'est pas grave. On va se relancer vite. Et d'un autre côté, voir ça, ceux qui sont prêts à voir l'échec comme un entraînement. Si demain vous mettez au tennis, vous mettez au violon, au début, vous serez juste une buse, quoi, vous serez nul. Et puis derrière, vous allez faire de mauvaises notes, de fausses notes, ou derrière au début, vous ne saurez pas comment servir. C'est pareil, quoi que vous fassiez. Et donc, il faut être capable de se dire, c'est pas grave, c'est un entraînement. 20 ans après, ça fait 20 ans cette année, en 2018, que je suis entrepreneur. Et je peux vous dire, j'ai encore énormément d'échecs. Mais c'est pas grave. Je les vois effectivement comme un entraînement, des fois petit, des fois énorme. Voilà. Pour revenir effectivement à votre sujet, donc sur Wemanity, c'est un écosystème que j'ai créé. Au début, c'était une entreprise. Juste Wemanity, notre métier, c'est la transformation agile des organisations. C'est-à-dire, on va voir les grands groupes, les corps, qui sont évidemment tous sauf agiles, voilà, qui ont en général, entre le moment où il y a une idée chez eux et le moment où un projet sort, c'est 3-4 ans quand il sort. Une start-up, c'est 3-4 mois. Amazon, c'est 1 semaine. Les GAFA, on va dire. En gros, c'est leur apporter ce think and act like a start-up et leur dire, il y a des méthodes aujourd'hui, la méthode agile, pour vous permettre d'aller plus vite. Mais par contre, pour ça, il faut d'abord, 1, transformer votre culture. 2, transformer votre organisation. Personnellement, je ne crois plus à la hiérarchie depuis longtemps. Pour moi, la hiérarchie est morte. Voilà, c'est terminé. Je crois, les pyramides, le système pyramidal, ça fait plusieurs décennies, siècles, même millénaires, depuis les pharaons qu'il faut être. Voilà. Et bon, après, il y a peut-être encore des entreprises qui faut être aussi, mais différemment. Je crois plus. Je crois par contre, justement, je crois beaucoup au leadership, mais aux pyramides inversées. Aujourd'hui, le leader, pour moi, il est au service de ses équipes. Voilà. Moi, régulièrement, je vous prends un exemple. C'est pas plus tard qu'hier. J'ai quelqu'un qui travaille avec moi, qui est mon padawan. Je ne suis pas fan des termes assistant, etc. C'est quelqu'un qui m'aide. Et justement, elle devait prendre un trajet pour aller à Amsterdam. Elle galérait sur le billet de train. C'est moi qui lui ai pris le billet de train. Et les gens disent des fois, ouais, ton assistante. Je dis, je ne sais pas qui est l'assistante de l'autre. Voilà, peu importe, elle était bloquée dans quelque chose qu'elle devait faire. Oui, je lui ai pris son billet de train. Et alors, c'est ce que c'est. Voilà, l'objectif, c'était qu'elle puisse prendre son train. Elle galérait, je lui ai pris, et point. Et c'est pas parce que je suis le PDG d'une boîte de 500 personnes que je vais pas faire ça. En fait, on s'en fout. Je suis là clairement pour aider les autres. Et c'est ça que je cherche à inculquer dans les grandes entreprises, se dire la hiérarchie c'est terminé. Soyez un bon leader, il est au service de ses équipes. C'est comme un capitaine dans une équipe de foot ou dans n'importe quoi, ou un coach. C'est vraiment être là pour faire grandir les autres. C'est ce que je fais, c'est ce qu'on essaie de faire. Et dans cette optique-là, au début, en fait, on s'applique ce que vous avez dit, on est notre propre laboratoire. C'est-à-dire qu'on s'applique tout ce qu'on propose à nos clients. D'abord, on le fait nous-mêmes. Et dans cette optique-là, au début, j'avais monté un système où les équipes travaillaient 4 jours par semaine. Et le 5e jour, un peu à la Google, c'était pour co-créer l'entreprise ensemble. Alors c'est ça, c'est le Open Wemanity Day, c'est ça? C'est ça, l'Open Wemanity Day, exactement. Voilà. Et en fait, dans cette journée-là, qui était vraiment pour vraiment créer quelque chose qui me tient à cœur de plus en plus, c'est pour créer une culture d'entreprise forte. Évidemment, je vous avoue que quand j'ai parlé à mon responsable financier, à qui j'ai dit, bon, la 5e journée, on ne va pas la facturer. La 5e journée, c'est vraiment pour co-construire l'entreprise. Il me dit, ok, c'est quoi le ROI? J'ai dit, alors le ROI, comment t'expliquer que... Ça va revenir un peu plus tard. Ferme les yeux, 30 secondes, respire, fais-moi confiance, on en reparle dans 1 an, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans. Aujourd'hui, le ROI, je le vois. Le ROI, c'est que j'ai créé une culture d'entreprise très forte. C'est qu'en 5 ans, on a créé dans le cadre de Wemanity 23 startups dans l'intelligence artificielle, dans la robotique, dans les drones, dans le big data. On n'a pas arrêté. On n'arrête pas. Oui, certaines marchent très bien,
Il y en a une, We Digital Garden, créée il y a 18 mois. J'étais ce matin avec son fondateur qui fait effectivement, il travaille sur tout ce qui est Digital Factory pour des grands groupes et tout ça, qui venait de se créer. Cette année, ça va faire 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, 12% de résultats nets. Bon, belle histoire. À côté, il y en a, évidemment, qui ne marchent pas du tout et sur lesquels on rame pour que ça marche, qui ne trouvent pas leur marché, d'autres qui trouvent leur marché, mais des entrepreneurs qui n'étaient pas entrepreneurs non plus. Et évidemment, on continue de se planter des fois sur des projets, on continue de se planter sur des personnes. Mais au final, on a créé une culture d'entreprise, de l'innovation, une culture du faire ensemble. Comme je disais, il n'y a pas de hiérarchie chez nous. Et résultat, on a créé un écosystème qui fonctionne plutôt même bien. Après, c'est difficile de fonctionner sur la coopération. En fait, je suis parti d'une vision à 2050 de changer le monde du travail grâce à la force de l'innovation, de l'agile et de la coopération. Donc tout ce qu'on fait, on le fait ensemble. Évidemment, c'est plus facile de dire à quelqu'un, tu fais ça, tu l'as fait, mais maintenant, vas-y, agis. Est-ce que c'est facile? Parce que ça, vous le mettez en place dans une entreprise, j'imagine, qui est jeune. C'est quoi la moyenne d'âge chez Womanity? Ah, c'est pas si jeune que ça. D'accord. C'est même plutôt vieux, c'est-à-dire c'est même plutôt proche de mon âge. Voilà. Non, la moyenne d'âge c'est la quarantaine. Ouais, c'est entre 33 et 35. Alors, comment on fait pour insuffler justement le modèle start-up dans des entreprises du CAC 40 qui sont complètement En fait, on a une pyramide des âges qui, effectivement, on a beaucoup de jeunes, c'est vrai, et on a beaucoup de personnes qui vont être du coup très expérimentées, qui font ça depuis 20 ans, de la transformation, qui ont plus entre 40 et 52, 53. Et donc, c'est des personnes qui sont assez solides aussi dans l'expérience de transformation, de change management. Justement, comment on fait dans ces grandes sociétés? Comment on fait pour les accompagner? Combien de temps ça dure? Parce que pour la conduite du changement dans ces boîtes-là, c'est pas simple, quoi. Vous manipulez des mammouths, là. Ma vision, c'est 2050. Ah, c'est 2050, d'accord. Donc évidemment, ça prend du temps. Mais pour vous parler d'anecdotes qui m'arrivent tous les jours, sont ces entreprises-là qui des fois me disent, donc la première partie, on commence par la transfo culturelle. Et très régulièrement, on va organiser des workshops, 2-3 trainings. Et puis très vite, ils vont me dire, bon ben ça y est, maintenant on va changer l'orga. Je leur dis, mais là pour vous, ça y est, votre culture a changé. Oh oui, ça y est, on a fait 3 formations, on a fait 2 workshops, ça y est, c'est bon, tout ça, les post-it et tout, c'est sympa, mais à un moment, ça y est, maintenant on va vraiment passer au travail. Bon, je leur dis, aucun problème, juste on va aller d'échec en échec. Si on n'a pas changé les personnes, si on n'est pas arrivé à créer des équipes, des personnes qui travaillent ensemble en équipe, si on n'est pas arrivé à lancer ce mouvement-là, vous imaginez, vous avez des personnes qui sont directeurs de projets, directeurs qui ont X personnes en dessous de 200, 300, certains qui ont du sang sur les mains parce qu'effectivement ils ont dû killer d'autres personnes pour y arriver, etc. Et qui se retrouvent à ces postes-là et à qui on va dire demain, ça y est, c'est fini. Maintenant, tu es product owner, tu ne gères plus personne, ou tu es scrum master, ou peu importe le rôle. Les fonctions, c'est terminé, il n'y a plus de poste. Et maintenant, tu vas être au même niveau que le stagiaire qui vient d'arriver. Wow, c'est un peu dur. Donc, il y a vraiment un travail en amont sur la culture. Et c'est vraiment ce que je mets en avant chez nous et ce que j'essaie de mettre en avant. Et c'est vrai que c'est très dur pour les corps. Ok. Alors, juste un dernier mot avant d'écouter vos collègues de cette conférence. C'est quoi l'échec utile pour vous? L'échec utile? Oui. C'est l'échec, évidemment, sur lequel on va avouer déjà l'échec. Très souvent, on va se mettre un peu des œillères en se disant « Non, j'ai pas échoué. Ou persévérer trop longtemps. » Si j'ai quelques recommandations à faire, j'irai rapidement sur les quelques secondes qui me restent. À un moment, c'est bien d'être persévérant. La ténacité, je pense, est plus important que l'intelligence. Souvent, les entrepreneurs, je le dis très souvent, ce n'est pas forcément les plus intelligents, mais c'est être les personnes les plus tenaces. Et c'est quelque chose d'important. Mais après, à un moment, il faut aussi savoir pivoter rapidement et se dire, allez, je me coupe un bras, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Je vous invite à voir une vidéo qui s'appelle Bullet Point, quelque chose comme ça. Je vous l'enverrai si vous voulez pour l'envoyer à tout le monde, sur quelqu'un qui a persévéré pendant 20 ans et qui au final n'a pas trouvé son marché. Donc à un moment, il faut être capable de dire stop. Aussi à un moment, pour ceux qui veulent des fois faire des levées de fonds, le plus important c'est de faire du chiffre d'affaires. C'est pas de faire des levées de fonds. C'est ce qui m'a valu de me retrouver à un moment du coup à la rue. Donc je vous conseille à tous justement d'essayer de suivre ce conseil-là. Et puis effectivement essayer. Ah oui, un point important pour tous les porteurs de projets. S'il y a quelque chose qui est
qui est vraiment l'erreur ou une des erreurs les plus importantes. Ça m'arrive encore tous les jours d'avoir des personnes qui viennent me voir en me disant bon, on a un projet, bah, vas-y, pitch. D'abord, tu signes le NDA. Ah non, je ne peux pas t'en parler. D'abord, non mais stop. Parlez-en au maximum de personnes autour de vous. L'idée, c'est 1%. On s'en fout de votre idée, en fait. Le plus important, c'est l'exécution. C'est votre capacité à exécuter. Donc surtout, évitez ça. Votre idée, elle n'est jamais géniale. Il y a toujours quelqu'un qui a une idée plus géniale ailleurs. Donc justement, partagez-la au plus grand nombre. Vos amis, vos ennemis, les gens au travail, votre famille. Et justement, c'est en prenant tous ces feedbacks-là. Ils sont violents. Ils ne seront jamais aussi violents que vos clients et que des personnes qui à un moment vont débrancher en disant ce que vous faites, ça ne m'intéresse pas, je zappe. Voilà. Et le zapping, voire aucun intérêt, aucune traction. Voilà, merci. Merci beaucoup.